Bonjour Josako. Bonjour. Alors Josako, si on commençait cet entretien en parlant de la géographie de vos histoires racontées en bande dessinée ces 25 dernières années. Alors depuis 96, on est passé de la Palestine jusqu'au nord-ouest du Canada chez les Dénés, en passant par la Bosnie, l'Irak, le Caucase. Il est souvent question de colonialisme, de colonisation, de la manière dont celle-ci continue à avoir un impact, même quand on croit qu'elle est finie. Est-ce que vous avez choisi ces pays-là pour traiter de ce thème, la colonisation, ou parce qu'ils étaient en conflit, ou parce qu'il y avait d'autres raisons, Josako? Well, I think Je pense que, en général, je suis intéressée à la justice sociale. C'est ainsi que j'approche mon travail. Ce n'est pas le conflit en soi. Parfois, j'essaye de m'écarter d'un conflit ou d'échapper à un conflit, mais on en trouve toujours. Et ces histoires, en quelque sorte, me touchent très profondément. Et je dois, en quelque sorte, suivre mes tripes par rapport à ce que je vais raconter. Et je suis intéressée à savoir comment l'humanité fonctionne, à la nature humaine et aussi à des problèmes politiques. Donc, je me laisse porter un peu par mes pensées, là où elles me conduisent. Mais par exemple, si je devais être un peu insistant, pourquoi vous avez choisi ces pays précisément, en commençant par la Palestine, par exemple? well, Palestine's an interesting question because living in the United States, I used to think Palestinians were terrorists, and at some point I had to critique that. It happened around the time when Israel invaded Lebanon, and Palestinians were getting killed in refugee Où les camps Palestiniens ont up in été Beirut. tués dans des camps à Beyrouth. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je pensais toujours que c'était les Palestiniens les terroristes à cette époque où les Israéliens ont envahi la Palestine. Et toutes les idées qui sont venues à moi par osmose à travers les médias m'ont poussé à aller sur place. Et j'ai eu l'impression qu'on avait mis une cagoule sur mes yeux. Et cela, j'en étais très fâchée. J'avais étudié le journalisme et la façon dont le journalisme était mené ou, disons, exercé ne me convenait pas et ne correspondait pas à ce que j'avais appris. Ça me donnait toujours des demi-vérités et je devais y aller moi-même et parler avec des Palestiniens pour essayer de découvrir qui ils étaient. Voilà la façon et la raison pour laquelle je me plonge dans une histoire. J'ai besoin d'avoir cet attrait personnel et émotionnel et ensuite je vais voir les gens et j'écoute ce qu'ils ont à dire. Par exemple, pour chacun de vos voyages, vous êtes resté combien de temps? Là, par exemple, c'est pour votre dernier livre, vous êtes allé à deux reprises pour des séjours. Moi, je pensais que vous étiez resté longtemps parce que c'est très riche en informations. On sent que vous avez une véritable empathie pour le peuple, mais aussi des affinités avec les personnes que vous avez interviewées et que vous mettez en scène. Et pourtant, ce n'était que deux séjours de 15 jours, si j'ai bien compris. About 3 weeks each time. You're right. Environ 3 semaines à chaque fois. Et c'était des visites très brèves. Une fois, je me suis allée, je me suis dit que voilà, ça suffirait pour un morceau assez court. Mais j'ai découvert lors d'un voyage que ça ne suffisait pas, que je ne recevais pas les informations dont j'aurais besoin. J'ai dû faire un second voyage et ce deuxième voyage était beaucoup plus facile parce que j'ai pu m'y préparer d'une façon différente. Certains de mes voyages nécessitent un temps très long. Par exemple, j'ai passé 4 mois en Bosnie, à Gaza, dans la bande de Gaza, 3 ou 4 fois, et chaque fois je passais jusqu'à 2 mois. C'était la période la plus longue. Pour moi, l'histoire est meilleure lorsque je peux me plonger dans un endroit, que je m'imbibe progressivement de l'histoire et aussi que les gens apprennent à me connaître. Et là, il y a une meilleure relation humaine et c'est beaucoup plus facile de parler aux gens lorsqu'il y a cette relation humaine. Josako, est-ce que vous allez là où vous avez l'impression que les informations qui nous arrivent en Occident ne correspondent pas à la réalité du terrain? Est-ce que c'est ça votre
premier sentiment, votre première perception, vos premiers doutes? Aller là-bas pour avoir une autre version des faits, pour essayer de voir si tout ce qu'on nous raconte dans les médias tient concrètement sur place, sur le terrain. Est-ce que cette question est présente dans votre travail? Je pense que c'est particulièrement vrai lorsque j'ai fait mon travail au Proche-Orient. Dans d'autres endroits, et là, il faut que je l'admette, parfois j'ai des idées préconçues. Et lorsque je suis sur place, je me rends compte que mes idées sont erronées. Par exemple, lorsque je parlais des populations autochtones au Canada, je me disais, voilà, ce sont des gens qui sont contre, en fait, l'extraction de ressources naturelles. Donc, on y va souvent avec ces préjugés et tout à coup, on est confronté à une réalité sur place. Et il faut laisser la réalité parler pour elle-même et essayer d'écouter cette réalité. Et les histoires sont en général beaucoup plus complexes. Je pensais que cette histoire serait très simple lorsque je suis arrivée là-bas. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il s'agissait d'une histoire de colonialisme. Et ce n'est pas aussi facile que de parler simplement de gisements ou d'extraction de ressources naturelles. Le colonialisme, vous dites il faut laisser la vérité s'exprimer. Est-ce que vous êtes persuadé qu'il n'y a qu'une seule vérité, Josako? Je ne suis pas convaincu qu'il y ait une seule vérité. Je suis convaincu que lorsqu'on se rend sur place, il faut être aussi honnête que possible par rapport à ce que l'on voit. Et que si vous pensez que quelque chose est la vérité et que tout à coup vous vous rendez compte que quelque chose d'autre se passe, vous devez être ouvert à cela. C'est pour ça que vous mettez aussi en scène dans vos histoires votre subjectivité. Vous êtes représenté dans toutes vos histoires. C'est du journalisme et surtout du gonzo-journalisme. C'est-à-dire vous n'hésitez pas justement à rappeler que la version des faits est votre version. Est-ce que c'était important aussi pour vous d'introduire cela dans votre œuvre d'auteur de bande dessinée? C'était très important. J'ai étudié le journalisme aux États-Unis. Et aux États-Unis, ils pensent qu'ils ont vraiment la règle d'or par rapport au journalisme. Ils croient à l'objectivité. Et ils disent, en tant que journaliste, il faut être objectif. Et j'ai trouvé jusqu'à un certain point, surtout par rapport à la situation palestinienne, j'ai trouvé que ce n'était pas une façon d'approcher de façon honnête une histoire. Parce qu'on peut être objectif sur ce que l'on présente, dire voilà, il y a eu telle et telle attaque sur un bus scolaire, il y a eu un enlèvement là, tout ça, ou un détournement, mais ce n'est pas la vérité entière. Donc, j'ai commencé à critiquer cette idée d'objectivité. J'ai commencé à me rendre compte que tous les journalistes entrent sur le terrain avec des préjugés, et parfois les journalistes américains ont d'énormes préjugés. Tous les Occidentaux, quand ils abordent une histoire, ont des préjugés. Donc, pour moi, il s'agit d'accepter cela, c'est-à-dire de reconnaître ses propres préjugés et d'être honnête avec le lecteur. C'est ainsi que moi, je conçois mon travail. Donc, je me montre dans les histoires. Et ce qui ça a pour effet de signaliser aux lecteurs, voilà, vous voyez ça à travers l'œil d'un seul journaliste, à travers les yeux d'une seule personne. Je ne suis pas un Dieu objectif, quelqu'un qui maîtrise et qui voit toute la situation. Je ne suis pas un Dieu omniscient qui est sur l'Olympe. Donc, voilà. Il y a des fixeurs, il y a des gens, parfois il y a les différents intermédiaires ont des agendas politiques. Donc, tout cela m'intéresse. J'aimerais que le lecteur comprenne. Le journalisme n'est pas une science, c'est pratiqué par des êtres humains. Et puis, c'est plein de nuances et de complexité. Pourquoi avez-vous choisi de faire des études de journalisme? Pourquoi avez-vous rêvé d'être journaliste, Josako? C'est quelque chose qui, lorsque j'étais au gymnase, je suivais beaucoup de cours.
mais j'ai pris un cours sur le journal scolaire et je suis tombée amoureuse de ça. Parce que je me suis rendu compte que je parlais à beaucoup de gens qui me racontaient leurs histoires. Et cela me semblait extraordinaire. C'était comme une révélation. Vraiment, je savourais ce que les gens me disaient. Et j'ai étudié le journalisme. Et pour moi, au mieux, c'est une profession très honorable. Et au mieux, je pense que c'est un privilège que d'exercer une telle profession. Car en tant que journaliste, vous pouvez vous rendre dans des maisons les plus pauvres en Inde, par exemple. Et on peut aussi aller parler à un politicien ou à un général. On peut aller aussi bien dans des demeures misérables que dans des palais. Donc, et pour moi, c'est quelque chose qui est très étonnant. Par l'envie d'être justicier, par l'utopie de pouvoir changer le monde, de l'améliorer en dénonçant les méchants, les complots, en épousant la cause du journaliste idéal tel qu'on se l'idéalise quand on est jeune, Josako? Je crois à la justice sociale et c'est ainsi que je conçois mon travail. Je veux raconter des histoires de gens qui ont été en quelque sorte écrasés par l'histoire, mais je n'ai pas de vision grandiose de ce que mon travail va avoir comme impact sur le monde. Je ne pense pas qu'il va changer le monde et je n'approche pas les choses de cette façon. Ça peut changer quelques petits éléments, ça peut permettre aux gens d'apprendre quelque chose, de s'éduquer, mais ça ne va pas changer le monde. J'approche les choses avec ce sentiment de nécessité pour moi-même de faire cela. Donc, je pense que le monde est très injuste à beaucoup de niveaux et je me demande ce que je peux faire. Je ne suis pas quelqu'un qui va dans une manifestation et qui va commencer à crier. Ma résistance à moi, c'est d'écouter ce que les gens ont à dire, de les écouter donc et de mettre ça dans mes dessins. Et de passer au dessin, Josako, c'était une manière à vous, aux journalistes que vous auriez pu être, de se démarquer un peu de la presse classique ou mainstream et de choisir l'underground, la culture underground? That's somewhat accidental. C'est par hasard, en fait. Quand j'ai étudié le journalisme, je me suis dit que j'allais trouver un travail dans un journal et que j'allais écrire des nouvelles vraiment brutes, etc. Et c'est quelque chose que j'ai toujours dessiné lorsque j'étais enfant. Je n'ai jamais arrêté, mais je n'ai jamais pensé que ça pourrait être une profession. Et lorsque je suis sortie de l'école de journalisme, je n'ai pas trouvé de travail qui m'intéressait suffisamment. Et au cours des années, j'ai renoncé et je me suis tournée vers le dessin animé. Je faisais des posters, des couvertures de livres, des choses comme ça. Mais je continuais à m'intéresser au monde. Et lorsque j'ai décidé d'aller au Proche-Orient, pour essayer de découvrir ce qui s'y passait vraiment avec les Palestiniens, je me suis dit, oui, je vais peut-être faire une bande dessinée sur mon expérience au Moyen-Orient. Mais ma formation de journaliste a pris le dessus. Et j'ai commencé à me comporter comme un journaliste de façon presque organique. Donc, je n'ai jamais eu de théorie sur ce que je faisais. J'ai renoncé au journalisme, mais j'y suis revenu par les biais des bandes dessinées. Mais je n'ai jamais réussi à conjuguer les deux choses. Et je ne savais pas ce que je faisais lorsque j'ai commencé à le faire. De faire les deux, vous êtes tout à la fois journaliste et dessinateur et auteur de bandes dessinées, Josako? Yeah, now more Oui. so. C'est plus ainsi le cas. Au cours du temps, avec le temps, je sais mieux ce que je fais. Et je sais comment utiliser le dessin au service du journalisme, plus que lorsque j'ai débuté. Et je suis un peu plus... il y a plus de théorie. J'ai un peu plus de théorie parce que les gens, comme vous, m'interviewent et tout à coup, je dois réfléchir à la raison qui me pousse à faire des choses. Très souvent, il y a des choses instinctives, mais parfois, les raisons sont plus profondes qui vous poussent à faire quelque chose. Et lorsque j'ai des conversations de ce genre, je réfléchis aux choses que je dois faire, que je suis en train de faire. Vous acceptez cette définition, Josako? Engagé, c'est-à-dire que militant pour des causes précises.
pour aller très vite, pour militer plutôt du côté de la veuve et de l'orphelin, bien sûr, hein, du côté des démunis. Hein, je veux dire, vous militez pas pour autre chose, mais le côté militant, est-ce que vous le réfutez ou c'est quelque chose que vous faites avec, Josako? I feel I'm a committed journalist. Je pense que je suis un journaliste engagé. J'hésite à utiliser le mot de militant. Je suis plutôt quelqu'un qui essaye d'être honnête par rapport à ce qu'il découvre. Parfois, c'est exactement ce qu'un militant souhaite montrer. Le militant souhaite une fin à quelque chose. Ils ont un objectif politique à l'esprit. Je crois à ces objectifs politiques, mais j'aimerais être honnête par rapport aux gens sur lesquels j'écris, car les victimes ne sont pas toujours des anges non plus. Et donc, je suis intéressée à voir la complexité d'une histoire. Donc, c'est difficile de me considérer comme un militant. Je suis plutôt un journaliste engagé qui fait attention à une situation il y a beaucoup d'injustice dans le monde et j'aimerais bien pouvoir m'approcher de ça. Activiste, militant et engagé. In my mind, À mon avis, oui. Alors, parlons maintenant de votre style, Josako. En 25 ans, vous avez installé un style. Aujourd'hui, vous êtes considéré comme le maître de la bande dessinée du réel ou de la BD reportage. Votre style consiste d'abord à vous mettre en scène, ça c'est très, très important. Alors vous vous mettez en scène d'une manière très discrète, hein, avec un zeste de dérision, un peu d'humour, mais vous multipliez les points de vue. Vous racontez une histoire individuelle en même temps que le destin d'un peuple, d'une communauté, en entrant à chaque fois par des portes différentes. Ce style est arrivé comment? Il a été réfléchi, il a été d'abord testé, vous l'avez testé, vous l'avez dessiné. Ce qui est évident aujourd'hui, comment il est né? well, like I said, I think the style was Comme je sort l'ai of, dit, le style, en quelque sorte, est venu par hasard. I approached my work Mon travail, je l'approchais sans aucune base théorique. Mais avec le temps, j'ai appris à maîtriser, à contrôler mon travail. Si vous regardez mes premières œuvres de journaliste, ce n'est pas très graphique, ça ne représente pas beaucoup. Les dessins sont un peu sauvages. Ils ne sont pas au service de l'histoire que j'essaie de raconter. Et je pense qu'avec le temps, j'ai appris à me modérer, à mesurer mieux la façon dont je raconte les histoires. Parfois, ce n'est pas l'histoire qui a l'air le plus spectaculaire, mais c'est ainsi que le journaliste doit être fait. Le journalisme doit être fait, pardon. Il faut présenter simplement un matériau, et c'est mon approche. Alors, comment vous travaillez quand vous êtes sur place? Quand vous êtes chez les Dénés, on va en parler, ou quand vous êtes en Palestine ou en Bosnie, qu'est-ce que vous faites sur place? Est-ce que, comme un journaliste, vous rencontrez des gens, vous parlez à des gens, vous enregistrez des interviews, vous prenez des photographies? Est-ce que sur place, vous faites des croquis? Comment se passe votre travail sur place, Josako? Si vous m'aviez vu travailler, vous penseriez que je suis un journaliste tout à fait lambda. J'ai un petit carnet de notes, et puis j'ai un enregistreur, et puis la caméra que j'ai, c'est une des petites caméras avec des lentilles que j'utilise juste pour prendre des images qui me serviront de référence. Elles ne sont pas particulièrement intéressantes. Je dessine rarement parce que je passe beaucoup de temps à parler avec les gens. Et c'est ainsi que je me concentre sur mon travail. Tout journaliste va avoir sa propre façon de faire les choses. Mais moi, je me conduis de la façon dont j'ai été formé, c'est-à-dire que je prends des notes sur ce que les gens me disent. Ça, c'est ce que je fais sur le terrain. C'est-à-dire, c'est du travail de journaliste lambda. Et peut-être que la différence est que souvent, je pose des questions d'ordre visuel. Si quelqu'un me raconte une histoire, j'interromps la personne et je dis « Mais
Dites-moi de quoi ça a l'air, parce que je sais qu'à un moment donné, je devrais le dessiner. Et ensuite, je prends cette information que je ramène du terrain, je vais à la maison, je passe en revue mes notes, je passe des semaines à classer mes notes pour savoir où sont les informations. Et ensuite, je commençais à écrire un scénario. Et une fois que j'ai écrit le scénario, je m'attache ensuite à mon bureau pour commencer à dessiner. Ça peut prendre des années à finir un livre. Est-ce que vous faites un casting? Vous savez que tous les journalistes, même s'ils n'avoueront jamais, ils sont obligés de passer par cette phase de casting où ils vont choisir ce que, dans le jargon, on appelle des bons clients, c'est-à-dire qu'à la télévision, on va privilégier quelqu'un qui a une bonne plastique ou qui passe bien à l'image. À la radio, on va privilégier quelqu'un qui a le sens de la narration. Et pour vous, Josako, c'est quoi un bon personnage, un bon client? Comment vous faites votre, entre guillemets, casting? I've never quite heard that question. That's Je n'ai interesting. jamais entendu cette question, c'est très intéressant. The way you're trained as a journalist. La façon dont on vous forme en tant que journaliste, la façon dont on m'a donné des cours, lorsque l'on écoute quelqu'un et tout à coup ils disent quelque chose et on se dit « Ah, ça c'est intéressant ». C'est par là que je vais commencer mon histoire. Vous apprenez à distinguer ce qui est important d'une histoire que tout ce qui concerne un petit peu les paroles et le discours autour. Donc, par exemple, lorsque je choisis quelqu'un, c'est quelqu'un qui connaît sa propre voix. Je parle à beaucoup de gens qui ont vécu des tas d'expériences. Et s'ils peuvent raconter leur expérience d'une façon claire, alors c'est une très bonne interview. Des gens qui ont une histoire très importante à raconter, mais ils n'arrivent pas à la raconter de façon claire. Et très souvent, les gens vont passer d'une histoire à l'autre, et puis ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont à dire n'est pas important, mais pour eux, il faut dire clairement ce que vous cherchez. Donc, dans les interviews que je fais, très souvent, j'essaye de maintenir la personne sur une piste ou sur un rail pour que j'arrive à trouver le sujet qui m'intéresse et non un sujet complètement différent. Et ça nécessite pas mal d'expérience pour apprendre à faire cela. Donc, parfois, il y a des gens qui sont parfaits, qui arrivent qui donnent une interview parfaite, et il y a des gens qu'on doit aider à rendre l'histoire un peu plus parfaite. Je pense que la meilleure interview, ça a été faite avec un garçon qui s'appelait Adam, en Bosnie. Il était parfait. Je voulais raconter une histoire de Goražde, la ville en Bosnie, et il s'est trouvé qu'il était présent à tous les moments importants de l'histoire de cette ville pendant la guerre. Et donc, c'est vraiment un rêve si vous cherchez un personnage qui va vous raconter toute l'histoire. C'est vous qui avez demandé à votre fixeur de trouver quelqu'un qui était là à ce moment-là précis et qui pourrait vous raconter toute l'histoire de son village? In this case, I had no fixer. Je n'avais pas de fixeur dans ce cas-là. C'était vraiment la chance. C'est la première personne que j'ai rencontrée dans la ville. Il était très accueillant. En fait, il est devenu en quelque sorte mon fixeur. C'est lui qui traduisait beaucoup de choses pour moi. Non seulement il traduisait, mais également sa propre histoire était intéressante. Et parfois, il faut suivre un petit peu le mouvement de ces choses qui se passent de façon aléatoire. C'est ce qui fait marcher la fiction. Pour parler de votre style, c'est que lorsque vous vous intéressez à un pays, à un peuple, à des individus, vous ne faites pas seulement le journaliste, c'est-à-dire celui qui regarde les faits, qui relate et qui vient les relater. Le présent fait partie de votre travail, mais à chaque fois, vous voulez connaître l'histoire de ce peuple, remonter dans l'histoire pour raconter d'où viennent les conflits, d'où viennent les malaises, et surtout pour raconter des individus, mais inscrits dans une histoire au long cours. Donc ça veut dire beaucoup de documentation. Donc c'est aussi une manière
d'engager d'autres discussions. C'est-à-dire, c'est pas seulement la question comment vous vivez aujourd'hui et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est d'où vous venez, quelle est votre histoire. I agree. To me, Je suis d'accord. Pour moi, l'histoire est un personnage dans mes livres. Ça doit être ainsi. L'histoire est ce qui se passe aujourd'hui. Et ça a toujours été mon problème avec les journalistes après-moi. Ils me disent ce qui se passe maintenant, mais ils ne vous donnent pas d'histoire, d'un contexte pour expliquer les choses, pourquoi on en est arrivé là. Par exemple, on dit que les Palestiniens lancent des roquettes en Israël. Mais pourquoi? Je ne connaissais rien de l'histoire de ce conflit avant. Et pour moi, l'histoire et le présent se mélangent très souvent. L'histoire est importante pour les gens. Pour les nés au Canada, on parle des traités et ce que les traités signifiaient pour leurs ancêtres qui les ont signés à l'époque et ce qu'ils signifient pour eux maintenant. Cette histoire de colonialisme ne se termine pas. Ça continue à vivre dans le présent. Et si vous voulez comprendre pourquoi beaucoup de communautés autochtones semblent être brisées, beaucoup de gens ont des problèmes d'alcoolisme, il faut comprendre qu'il y a des raisons historiques à cela. Ce n'est pas parce qu'ils sont faibles. Ce sont des gens très forts, mais qui ont été complètement tordus par les politiques canadiennes et par le colonialisme canadien. Et le colonialisme continue à avoir un impact à travers le temps. Et il y a toujours un lien entre le passé et le présent. Pourquoi aller dans ces pays-là, Josako, pour raconter la condition humaine? Est-ce que pour vous, c'est nécessaire de vous éloigner un peu de l'Amérique, votre pays, ou même de Malte, le pays de vos origines? C'est important d'aller loin pour parler de la condition humaine, parce que on peut se poser la question, même si tout n'est pas pareil, mais ce qui a été fait aux Indiens du nord du Canada, c'est ce qu'ont subi aussi les Indiens des États-Unis ou d'ailleurs. Mais pourtant, ce n'est jamais aux États-Unis que vous travaillez. C'est toujours ailleurs. Pourquoi c'est ailleurs? Well, actually, I did a book with a journalist named En fait, Chris Hedges. j'ai écrit un livre avec Chris Hedges, un journaliste. Ça s'appelle Les jours de destruction et de jours de révolte. Et lorsque nous sommes allés ensemble, c'est moi qui dessinais et lui, il se cherchait de l'écrit. Nous sommes allés dans 4 lieux différents aux États-Unis, y compris dans des réserves indiennes au Dakota du Sud. Et c'était le premier livre que j'ai vraiment fait aux États-Unis. Nous sommes allés en Virginie occidentale, où nous voyons les gens pauvres, des mineurs. Nous avons été migrants en Floride. Nous sommes aussi allés dans des régions où il y avait des populations afro-américaines. Et j'ai écrit un certain nombre d'histoires aux États-Unis. Je pense que je vais raconter des histoires aux États-Unis, mais je peux regarder par la fenêtre et je vois des SDF dans la rue. Donc l'histoire se déroule déjà sous mes yeux. Qui sait, peut-être que je vais certainement me lancer dans une histoire de ce genre. Mais je vois des liens entre les choses. On se rend compte qu'il y a une forme de colonialisme au Canada et il y a un colonialisme interne aux États-Unis. Par exemple, en Virginie occidentale, il y a des Blancs qui y vivent. Les entreprises viennent extraire les minerais ou les choses qu'elles veulent. Ils s'enrichissent et ils s'en fichent des gens qui vivent sur place. Et ils les abandonnent à leur triste sort. Et ce sont les gens les plus pauvres. Ce sont eux qui ont le plus travaillé pour la richesse et la prospérité de ces entreprises. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on voit aux États-Unis et on les voit aussi à l'étranger. Et plus je vieillis, je pense que je suis en train d'établir beaucoup de liens entre différents lieux. Je me dis, voilà, cet endroit n'est pas comme celui-là, cet endroit n'est pas comme celui-là. Mais en fait, il y a le colonialisme au Canada, il y a aux États-Unis ou ailleurs. Pour terminer, Josako, juste avec votre style, et puis ensuite on va rentrer dans le détail de quelques-unes de vos histoires, vous avez opté pour le noir et blanc parce que le noir et blanc est devenu un gage du réel, de la bande dessinée du réel, ou c'est parce que d'une manière très artistique, vous préférez le noir et blanc? Well, I'm embarrassed to tell you. It's because I don't know how to J'ai use de la color. difficulté à vous le dire, mais en fait, je suis gênée. Je ne sais pas comment utiliser les couleurs, je ne sais pas utiliser les pinceaux, voilà. Donc,
Donc, par défaut, j'utilise le noir et le blanc. Et avec le temps, je me sens très à l'aise avec cela parce que c'est une forme de limite qui devient un style. Et en fin de compte, j'essaie d'utiliser le noir et le blanc au mieux et je pense que avec le temps, j'ai appris de plus en plus à utiliser le noir et le blanc. Et puis maintenant, c'est ma façon de penser. Je pense en noir et blanc. Donc moi, je suis assez vieux pour me dire, voilà, ça va, c'est bien. La semaine dernière, j'étais avec Derf Berdek, que vous devez connaître, qui vient de sortir son enquête sur la fusillade dans l'université de Kent, dans l'Ohio, en 1970. Lui aussi, il passe que par le noir et blanc. Et il me disait quelque chose qui nous paraît ici quand même exceptionnel. Il dit que aux États-Unis en ce moment, les comics ne se vendent pas du tout. Les gens préfèrent voir les super-héros au cinéma, mais pas les lire en bande dessinée. Mais qu'en revanche, la bande dessinée de reportage, la bande dessinée documentaire est en train de gagner de l'audience. Est-ce que vous le confirmez, Josako? I think that's true. Oui, je pense que c'est vrai. Avec le temps, on accepte beaucoup mieux ça. Oui, en Europe, il y a eu beaucoup de romans graphiques historiquement parlant. Et je pense que les maisons d'édition acceptent cela de plus en plus. Aussi, les magazines acceptent cela de plus en plus. Je me rappelle que lorsque je voulais faire cette histoire sur la Bosnie, je suis allée à New York et j'allais d'un magazine à l'autre. Je leur demandais, voilà, j'ai fait ce livre sur la Palestine, sur les Palestiniens, j'aimerais aller en Bosnie. Est-ce que vous allez me sponsoriser ou bien me parrainer? Est-ce que vous allez me payer certains de mes frais et je travaillerai pour vous? Et les jeunes rédacteurs en chef disaient, ah, c'est intéressant. Ah, je vais aller chez mon boss pour voir ce qu'il en pense. Et les anciens, ils n'avaient pas l'habitude de voir ce genre de choses. Et ils étaient réticents. Mais maintenant, ce sont les magazines qui prennent contact avec moi ou bien avec mon agent parce qu'on demande si je suis intéressée à faire quelque chose. Donc, les magazines, les mensuels sont en compétition. Et puis, ils essayent de trouver tous les moyens d'attirer des gens. Oui, donc je peux vous confirmer cela. On va commencer par... du coup, c'est une très très bonne introduction à votre dernier livre, Josako. Ça a été une commande d'un magazine, et qui n'est pas américain, puisque c'est le magazine 21. Vous pouvez nous raconter la genèse de Payer la Terre? The genesis of the book. Yeah. Oui, la jeunesse de ce livre. Il y a un magazine français qui fait du journaliste, et c'est un magazine appelé 21. Et j'ai déjà écrit une histoire pour eux sur l'Inde. Et j'ai dit que je voulais faire une histoire sur le Canada. J'ai dit que j'aurais besoin de plus de 30 pages. Donc, ils m'ont alloué 60 pages sur 2 numéros. Et j'ai écrit cette histoire. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'avais pas l'impression d'avoir atteint l'essence de ce que je souhaitais. Je parlais aux gens, je m'étais approché de choses, mais je ne suis jamais arrivée à ce point-là. Et quand on est journaliste, vous savez, quand vous n'avez pas une histoire solide, et je me suis dit, c'est une histoire beaucoup plus vaste qu'une histoire de 60 pages. Je dois aller là-bas pour en faire un livre et pour apprendre quelque chose. Et je dois vraiment me plonger là-dedans un peu plus. Et c'est ainsi la genèse de ce livre. Mais je n'avais pas l'intention de faire un livre, mais je pense que les histoires dans les magazines ne rendent pas justice à ces populations, surtout au Canada. Pour ce livre, ce qui était important pour vous, c'était de traiter tous les enjeux écologiques d'aujourd'hui. Arrivé sur place, c'est l'histoire des Dénés, et donc l'histoire de la colonisation, l'histoire des traumas. Mais cette idée d'aller d'abord pour un but et de voir qu'il y avait autre chose sur place, ça vous arrive à chaque fois, Josako? It happens. Yeah, you have to let yourself be surprised. Oui, ça arrive et il faut se laisser surprendre. On ne peut pas être tellement concentré sur quelque chose qu'on ne laisse pas d'autres choses. Tout à coup, vous tirez dans une autre direction.
Et dans ce cas particulier, ce qui avait commencé à m'intéresser, c'est ce concept des écoles résidentielles. Ces écoles utilisées par le gouvernement canadien pour briser la culture des populations autochtones au Canada en les obligeant à parler anglais, en les punissant souvent physiquement lorsqu'ils parlent leur propre langue et en les baptisant. Lorsqu'ils revenaient à leur communauté, ils ne savaient plus comment vivre à la campagne. Ils ne pouvaient même pas parler à leurs grands-parents, même pas à leurs parents. Et donc, le Canada a causé un très grand dommage à cette société. Et j'en ai appris quelque chose lorsque je suis allée au Canada. Mais je ne savais pas que c'était une question qui était toujours actuelle, même lorsque la dernière école a fermé dans les années 90. La majorité a été fermée dans les années 70. Bien sûr que c'était quelque chose d'énorme. C'était une histoire. Cela ne parlait pas seulement d'extraction dans des gisements, mais cela parlait aussi du colonialisme et du dommage causé par le colonialisme. Et ça, c'est la question beaucoup plus vaste. Et la façon dont les gens essayent de recoller les morceaux de leur vie. Et lorsque je me suis rendu compte de cela, j'ai pensé que je devais me laisser tirer dans cette direction. Réagissez en tant que journaliste, auteur, quand vous êtes sur place, que vous apprenez cette information. Donc, il y a bien sûr une réaction, vous voulez témoigner. Vous savez déjà que vous allez utiliser cette histoire dans votre récit, mais quand vous retournez chez vous et que vous mettez à réaliser cette bande dessinée, vous passez par quelque chose qui est de l'ordre de la construction d'un récit, de la mise en scène, c'est-à-dire donc vous allez décider que cet événement-là, ces enfants qu'on va arracher à leurs parents pour les mettre dans des orphelinats, ça va être un des moments de haute dramaturgique du récit. Tout ce travail-là, comment vous le faites, Jo Sacco ? Toute histoire est différente et dans ce cas particulier, j'ai commencé le livre avec quelqu'un qui me racontait ce qu'est la vie dans les savanes lorsque les gens vivaient à la campagne, avant que le traumatisme ne se présente pour lui, avant que l'avion n'atterrisse. Est-ce que vous décidez pour raconter cette histoire, de prendre un personnage qui va vous raconter. Mais qu'est-ce qui se passe avant d'arriver à ce personnage qui va nous faire, qui nous introduit à partir de son histoire individuelle dans l'histoire de ce peuple, jusqu'à arriver à des moments très très dramatiques, et puis repartir avec d'autres personnages. Qu'est-ce qui se passe? C'est Jo Sacco qui, pendant quelque temps, est-ce qu'il faut compter des jours ou des semaines, qui cherche la bonne manière de raconter cette histoire? C'est toujours quelque chose de très instinctif. On écrit sur telle et telle chose, puis après on se demande comment on va construire le sujet, et tout à coup les choses s'éclaircissent. Il y a une clarté qui, en quelque sorte, descend sur vous. Et je ne sais pas comment cela se produit, et je n'ai pas envie de me poser trop de questions sur la raison pour laquelle cela se produit. Parce que très souvent, cela se produit avec l'histoire. Storyboard, par exemple, ou... Non? Non, je ne dessine jamais de storyboard. Parce que le scénario est tellement concret dans ma tête. Le scénario est plein. Et ça peut me prendre 6 semaines ou 6 mois pour écrire un scénario. Parce que j'aime écrire, mais je ne sais jamais combien de temps ça me prendra pour écrire un scénario. Peut-être que je passerai une journée sur un paragraphe, ou peut-être que j'écrirai 2 pages en un jour, ou bien je n'arriverai à rien écrire en une journée. Je ne peux pas vous dire à l'avance. Mais une fois que le scénario est écrit, je commence à dessiner. Ce que je ne veux pas faire, c'est d'avoir un storyboard que j'ai dessiné il y a des années avant, et puis maintenant que je commence à dessiner, puis je vais suivre mes décisions prises à l'époque. Je veux quelque chose de spontané sur la page ce jour-là, car le scénario est fixe. Et maintenant, en tant qu'artiste, j'ai besoin d'une liberté
ou quelque chose de plus éphémère, quelque chose qui me permet de me dire comment est-ce que je vais dessiner cette partie du scénario, qu'est-ce que je vais dessiner aujourd'hui. J'ai besoin de cette spontanéité. Ça me permet de me sentir un artiste et c'est ce qui rend le processus intéressant. Donc, en fait, parce que dans ce dernier livre, la nature est très très présente. C'est-à-dire comment elle était présente dans votre scénario. Est-ce que vous écriviez qu'il fallait montrer à ce moment-là telle nature, tels animaux? Est-ce que tout était déjà noté pour vous aider justement à dessiner cette histoire qui est d'abord écrite? Vous voulez nous le dire, Josako? C'est devenu clair pour moi lorsque j'ai passé aux gens d'Éné. Lorsqu'ils ont parlé du contraste entre eux-mêmes et l'Occident, la façon dont ils conçoivent la Terre, ils disent la Terre ne nous appartient pas, c'est la Terre, nous appartenons à la Terre. Et ils se considèrent toujours comme des gens de la terre. Et cette séparation de la terre qui les gêne le plus. Et ils essayent de réapprendre ce qu'est la terre, de vivre sur la terre. Ils essayent de réapprendre toutes les choses qu'ils faisaient autrefois. Et dès l'entrée, il était très clair pour moi quelle était l'importance de la terre et que la terre allait devenir un personnage du livre. On veut montrer la terre. C'est l'une des choses qui a le plus de côté dramatique dans un endroit tel que c'est des espaces très vastes. C'est comme si on avait mis l'Espagne et la France ensemble. C'est des territoires énormes avec très peu de gens qui y vivent. Donc cette terre doit être présente. D'ailleurs, même en Palestine, on voyait très bien à quel point les territoires étaient très exigus. Là aussi, on voit toute la beauté des paysages, tous les enjeux écologiques. Vous le montrez bien, mais Josako, qu'est-ce que la bande dessinée ne peut pas restituer? Parce que là, vous avez restitué de la parole, vous avez restitué des décors, des sentiments, une histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose du ressenti que le dessin, que la bande dessinée ou que vous-même n'arrivez pas toujours à restituer entre ce que vous avez vécu et ce que vous allez relater? I don't think I've come up against those limits yet. Je ne pense pas encore avoir atteint ces limites maintenant. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses par des dessins animés. Et si je peux raconter une histoire ou une émotion en bande dessinée, ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre ne va pas pouvoir le faire. Mais là, on touchera peut-être à mes limites. Et puis ça ne veut pas dire que le médium pourra continuer. De la bande dessinée, est-ce que vous pensez qu'avec la bande dessinée, on peut tout dire? C'est-à-dire restituer des faits, restituer des sensations, montrer des décors, faire sentir les choses. De temps en temps, on a froid, on a peur dans certains passages de vos livres, des fois on sent la poudre, dans d'autres récits. Est-ce que vous pensez que la bande dessinée reste le médium où on peut tout exprimer? Ou est-ce qu'il y a des limites à ce médium? Est-ce qu'il y a autre chose que vous auriez aimé exprimer et qui ne passe pas forcément par le dessin? I don't think I can think of something. Je ne pense pas que je peux penser à quelque chose que je ne pourrais raconter à travers un dessin. Il y a beaucoup de choses que j'essaie de faire. Maintenant, je travaille sur des essais dans les bandes dessinées. Et je me demande comment on parle d'idées abstraites pour les rendre intéressantes dans un dessin animé. Et pour moi, ce n'est pas une impossibilité, il s'agit simplement d'un défi. Et c'est à moi d'essayer de trouver la chose. Et c'est ça, le plaisir de dessiner, de trouver autre chose que l'on peut faire avec ces dessins animés. Parce que c'est un médium très souple et chaque médium a sa force. Un journalisme, d'écrire de la prose, de tourner des films, les documentaires, chacun de ces éléments a ses propres points forts. Mais maintenant, je suis un dessinateur et je pense comme un dessinateur et j'essaye d'utiliser ce médium au maximum. Et pour moi, l'inspiration, c'est quelqu'un comme Art Spiegelman. Il a écrit une histoire sur l'Holocauste. Il a dessiné et il a répondu
à la question sur les choses qu'on ne peut pas raconter, parce que cette histoire est tellement énorme qu'il a pu raconter à sa façon les choses de façon très touchante. Pour moi, il a toujours été source d'inspiration. Donc voilà, par rapport à ce qu'il a réussi à faire. Et c'est lui qui a ouvert cette porte. Alors, puisqu'on parle de vos inspirations, Jo Sacco, avant d'arriver à la question des auteurs qui peut-être vous ont influencé, dans quel type de famille avez-vous grandi? Est-ce que c'est une famille où les livres étaient présents, la bande dessinée était présente? J'ai grandi dans une famille où tous les samedis, mon père m'amenait au magasin de journaux. On était en Australie et il me laissait acheter une bande dessinée. Donc j'adorais les bandes dessinées, j'en ai toujours dessiné. Mais l'autre chose sur ma famille, nous étions entourés de livres, les murs étaient pleins de livres et à un moment donné, lorsque vous avez 10 ans, vous sortez un livre, vous l'ouvrez et vous commencez à le lire. Et c'était ça ce qui a fait la grande différence, d'être dans une famille qui lisait beaucoup et qui était entourée de livres. Et je pense que ça, c'est un élément très important pour moi. Je me fais du souci pour l'avenir. On peut lire sur une liseuse, mais le problème d'une liseuse, si j'aimerais voir les livres quand je vais chez quelqu'un, parce que ça me dit quelque chose sur la personne, sur sa personnalité, sur les intérêts, les domaines d'intérêt. Pas dire, voilà, regarde sur ta liseuse, est-ce que je peux regarder sur ta liseuse ce que tu es en train de lire? Moi, j'aime voir les livres, moi. Vous avez cité le Maus d'Art Spiegelman, mais qu'est-ce qui a été fondateur dans votre enfance, dans votre adolescence, dans votre jeunesse, Jo Sacco, en lecture, en culture, en rencontre? Lorsque vous parlez de ma jeunesse, quand j'étais enfant ou bien lorsque j'étais ado? Bon, c'est amusant. Beaucoup de choses vous influencent lorsque vous êtes jeune. Et je dirais qu'une des choses les plus formatrices de ma jeunesse a été l'humour. Mad Magazine, c'est-à-dire des journaux humoristiques, avec des blagues un peu idiotes. Et puis, il y avait les Monty Python à la télévision britannique. Le fait qu'on puisse faire des blagues aussi bizarres que ça me fait de regarder ça vous faisait regarder les choses différemment. Et puis, il y a cette bande musicale Devo qui faisait des espèces de rimes un peu amusantes. Tout ça, ça vous secoue. Et lorsque vous devenez plus âgé, vous lisez des choses. Vous lisez Noam Chomsky, des théories politiques, la littérature. Tout cela entre dans le mélange. Et je ne peux pas dire que ça, c'était important pour telle raison et ça, c'était important pour une autre raison. Pour moi, les influences culturelles sont diverses. Il y a la culture pop, littérature, une culture un peu plus noble. Tout cela se mélange et fonctionne ensemble. Mais l'art de l'irrévérence est toujours présent dans tous les exemples que vous avez cités. Oui, tout à fait. J'ai une grande révérence pour la lecture. Je ne lis pas beaucoup de bandes dessinées. J'aime lire la prose. Maintenant, je lis toutes ces choses que je n'ai jamais étudiées à l'université. J'avais des cours de littérature, de journalisme, et maintenant, je tourne mon regard vers l'arrière. Je me dis, j'ai jamais étudié la philosophie. Je n'ai jamais étudié les sciences politiques, et maintenant, je reviens à cela. Et je lis ce genre de choses. En fait, la lecture s'arrête jamais. Et puis, un livre me mène à un autre. Et si vous veniez à ma maison, vous verriez des piles de livres que je n'arriverai peut-être jamais à lire jusqu'à ma mort. Mais tous ces livres représentent une aspiration, un désir, et j'espère d'y arriver. Mais c'est plutôt pour me rappeler ce que je dois encore apprendre. Et toute cette génération de la contre-culture américaine, est-ce qu'elle a compté pour vous? Est-ce que Crumb a compté pour vous? Est-ce que le gonzo-journalisme a compté pour vous? Est-ce que des auteurs bien précis d'une période où vous n'étiez pas né, où vous étiez très enfant, ont eu une influence
direct ou indirect sur ce que vous êtes aujourd'hui, Josako? Yeah, definitely. I mean, the Oui, American underground comic tout à scene fait. was very La self-indulgent scène du dessin sometimes, but it was underground also really just free-spirited. It went américaine where it wanted to go. avait une liberté particularly drawn to d'esprit the work qui of lui Mark permettait Crumb. d'aller où elle And I was drawn voulait. to his work because Et everything j'étais he attirée par ce drew travail seemed to have life, seemed to parce have a que soul. tout ce If qu'il he drew this dessinait table in semblait front of us, être it en wasn't quelque just sorte he's just making plein an de outline of a vie table. et d'avoir une You looked at âme. that table and you Lorsqu'il thought, dessinait that's une a table table, that on se has a disait, mother voilà, somehow. It has a c'est soul une to it, it has a history table to qui est it. comme une I mère, qui a love une that âme, organic way he etc. drew. Il avait une façon organique de dessiner. Over time, I got to understand painting a little Et more. ensuite, j'ai People like commencé à mieux Bruegel the comprendre Elder, la the great peinture, painter, comme the Flemish Bruegel painter, was l'Ancien, influential le peintre flamand, on my work. qui But a then with exercé une writing, influence definitely sur gonzo mon journalism. I was œuvre, always mais interested aussi in le regular journalisme journalism, and good gonzo, journalism mais j'étais toujours is good intéressée au journalism. But au bon journalisme. Le bon when I journalisme, read c'est du Hunter bon S. journalisme. Thompson, Lorsque j'ai I was lu Hunter S. really Thompson, taken with it moi, j'étais vraiment because he complètement wrote a book called Fear and Loathing inspirée on par the ce livre. Campaign Trail Il about the a election in écrit un livre 1972. sur les And it's really élections funny. de It's really 1972, outrageous. Fear and He's Campaigning really Trail. talking Donc, directly to you il as a reader, parle not pretending to be an directement au authority. lecteur. Il He's ne prétend pas outraged être at what he's faire seeing. autorité. Il est He looks choqué at par these ce qu'il political voit. figures Il like est some of them like indigné. they're Il clowns. regarde He's calling them ces clowns. figures politiques But et if il you les really read qualifie his de work closely, clowns. he Mais si really vous lisez de understands the près American son œuvre, electoral il comprend process. très bien le He processus understands it. électoral américain. So he's a knowledgeable person Il est une personne that's très sort of cultivée perverting qui, journalism in a en certain quelque way, sorte, and that was really pervertit inspiring. le He journaliste d'une wasn't certaine writing façon. just Et for ça a été humor. source d'inspiration. He knew what he was writing. Il savait ce qu'il And écrivait. Il that n'écrivait pas inspired n'importe me. quoi. That kind Et of ça, voice, ce that type kind de of voix, energy. ce type And d'énergie, often you don't get that c'est ce from qui the mainstream. m'inspire. Et parfois, c'est quelque When chose you qu'on read, ne and I trouve hate to pas say it, dans 'cause le I journalisme there's some good général. writing, there's some good reporting in the New York Times, Il y a bien sûr de but bons they call it reporters the au New Grey York Lady. Times qui écrivent And you bien. understand why Mais it feels like the Grey Lady, on, 'cause it has on the appelle ça same la femme en tone, gris. C'est un and peu comme la it can put femme, you to c'est sleep. toujours le ton un You know, and you talk to peu these journalists, and qui they est un have really peu interesting stories qui to vous tell. And they endort, write for the New York Times, and suddenly et si vous it's like écrivez pour they're le New York Times, steamrolling et tout à coup their stories. They're making il y a them une flat. il y a une histoire qui It's like s'aplatit fizzy water complètement with all the quand on gas écrit. going out. Donc, ils ont enlevé, Je c'est trouve comme de toujours l'eau ça avec le New York pétillante Times. sans Il y a bulles. quelques années, avant, quand je vous ai interviewé, c'était avant Trump, vous étiez très critique vis-à-vis du New York Times. Vous disiez que c'était le porte-parole du pouvoir. Maintenant, vous avez un autre discours. Peut-être que parce que avec l'administration Trump, ils sont plutôt en conflit, résistants. Qu'est-ce que vous en pensez du New York Times, précisément, et de la presse mainstream? I think the New York Times is Je still a pense que le New York spokesperson of Times power. est toujours But le what porte-parole power? du pouvoir, mais il faut voir de quel pouvoir il s'agit. They're spokespeople for Ils a sont different le kind of porte-parole de power. différents Maybe you can types de say pouvoir. the Democratic Party Peut-être que consensus, which le is consensus also du about Parti power. démocratique, It also on parle aussi de represents corporate pouvoir, interests. cela They représente might aussi not des like intérêts Trump because Trump is an industriels. outrageous figure Ils sont peut-être that contre Trump, is mais embarrassing parce que Trump est the United quelqu'un qui States. embarrasse les But the New York États-Unis. Times is Mais still, le New and York to Times me, reste, en tout cas à mon avis, gives power a voice. une voix qui donne, et c'est une voix du pouvoir. Ça donne une voix au pouvoir. Et il raconte l'histoire comme le pouvoir souhaite raconter les histoires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons journalistes au New York Times qui écrivent très bien. Et il y en a, en dépit de tout cela. Mais là où j'ai de la peine avec le journalisme mainstream, et je l'ai évoqué à plusieurs reprises, on a aussi besoin du mainstream pour l'écologie plus large du journalisme. Peut-être que moi je suis en conflit avec cela, mais cela de voir tous ces revenus de la publicité qui vont à Facebook et à Google et qui quittent le journalisme mainstream, mais on a besoin de ça pour s'y opposer. Et ça, ce n'est pas bien pour l'ensemble. Est-ce que cela vous intéresse? Est-ce que cela peut être un de vos sujets, Josako? C'est-à-dire les deepfakes, la puissance des réseaux sociaux.
I think so. I think it could be a subject. Je pense que ça pourrait être un sujet. Toutes les fake news, évidemment, il y en a beaucoup. Russiagate était un fake story que les démocrates ont mis en avant. Peut-être qu'il y a quelques exemples où on pourrait dire, voilà, il y avait des interférences, mais ils ont monté cette chose en épingle tellement, et lorsque Trump s'y oppose, on dit, voilà, il ment là-dessus. En fait, tout le monde ment, à mon avis. Vous voyez ce que je veux dire? I'm critical of many different institutions. Moi, je critique beaucoup d'institutions au pouvoir de façon générale, et je ne pense pas que l'establishment démocratique, disons, sert les intérêts vraiment. Et je suis très critique à l'égard de l'establishment. Et aujourd'hui, comment vous la voyez venir, cette nouvelle élection américaine? Vous la sentez plus violente? Vous pensez que ça va être exactement comme la dernière, quand Donald Trump s'est fait élire? C'est un moment important pour vous, ou pas tant que ça pour vous, l'élection du président des États-Unis? It's important. C'est important. Trump est un caractère très particulier. C'est un personnage étrange et horrible. Mais si l'on regarde l'histoire américaine, il y a un problème beaucoup plus vaste à côté de Trump. C'est toute l'histoire américaine et le pouvoir. Et Trump représente une version très perverse. Mais avant, il y avait aussi de la perversion. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que dans la dernière élection, personne ne pensait que Trump allait gagner. Et dans cette élection, maintenant, tout le monde pense qu'il va probablement gagner. Donc, c'est comme si la psyché américaine avait changé et que les gens qui s'opposent à lui sont en quelque sorte résignés, ont démissionné complètement. Et donc, je pense que le Parti démocratique va faire de son mieux pour essayer de faire en sorte que Sanders ne soit pas nominé. Le Parti démocrate aimerait une figure de l'establishment comme Joe Biden. Et donc, s'il perd, ainsi le Parti démocratique pourra continuer à contrôler son propre petit espace. Pour vous, c'est important encore ce genre de bataille électorale dans votre pays, les États-Unis, ou vous pensez que tout se joue ailleurs désormais? Je pense qu'il y a des jeux, oui, effectivement, parce que Trump est vraiment dangereux. Est-ce que quelqu'un comme Hillary Clinton ou Joe Biden aurait été un choix extraordinaire pour les États-Unis? Non. Moins dangereux que Trump, peut-être pour les Américains, mais peut-être pas pour les gens à Gaza ou les gens ailleurs dans le monde. Trump est un homme très brutal. Il y a certains éléments dans l'establishment américain, des personnes qui sont au pouvoir, qui représentent les intérêts américains fortement et parfois au détriment d'autres personnes à travers le monde. N'importe quel candidat démocratique aussi. Moi, j'aimerais que Trump soit chassé. Si j'avais le choix entre Biden et Trump, je veux que Trump parte, mais je ne pense pas que quelqu'un comme Joe Biden va améliorer le monde dans lequel je vis et va rendre le monde meilleur. C'est une élection importante. Et pour terminer, on va parler quand même de l'appropriation culturelle qui est venue cette fois-ci du côté d'un extrémisme de gauche ou progressiste. Vous, Josako, vous qui avez parlé des Palestiniens, des Bosniaques, de la guerre en Yougoslavie, de l'Irak et des Dénés. Donc aujourd'hui, quand des gens, ça peut se passer aussi bien dans l'université que dans la sphère culturelle, quand les gens vous dénient le droit de parler d'une culture qui n'est pas la vôtre, comment vous réagissez? Je pense qu'en tant que journaliste ou quelqu'un qui va dans ces endroits et qui parle à ces personnes, je rejette cette critique de gauche. Moi, je l'appelle plutôt une critique autoritaire.
Je la rejette. Vous Il avez y a fait quelque chose face à comme ça? l'appropriation culturelle. Vous l'avez eu, la subi? Not yet, but not yet. Encore, Not pas yet. encore. But let's see. Let's see what happens. Mais voyons ce qui va se passer. I'm comfortable with my work. Je me sens mal à l'aise avec mon travail. Me sens à l'aise avec mon travail, pardon. Parce que moi, j'ai envie de donner, je ne veux pas dire que je vais donner une voix aux gens. C'est une façon arrogante de se comporter des journalistes de gauche qui disent « je donne une voix à ces gens ». Non, les gens ont toujours une voix. Simplement, ce que moi, je prête l'oreille, en quelque sorte, à leurs propos. Et c'est dans leurs propres mots qu'ils expriment quelque chose. Et tout ce que je me borne à faire, c'est d'intégrer leurs mots dans mon travail. En fait, je regarde qui sont les gens, ce qu'ils ont à dire, et je vais les écouter. Je ne pense pas que c'est une appropriation culturelle. Non, pas du tout. Mais justement, et on le ressent dans tous vos livres, mais surtout dans celui-là, Payer la terre, on a vraiment l'impression, on pourrait aussi comprendre ce radicalisme de gauche quand on voit que des gens ont été non pas seulement spoliés de leur terre pour certains, mais aussi de leur histoire, de leur mémoire. On peut aussi comprendre cette violence qu'ont certains d'entre eux de dire cette fois-ci, j'ai envie de raconter ma propre histoire, même si ça pose un problème, parce que c'est quoi une propre histoire? Ça veut dire quoi dire ma propre histoire? Son histoire est la mienne et l'autre est aussi mon histoire. Mais on pourrait aussi comprendre Est-ce que vous comprenez aussi cette réaction, Josako, que peuvent avoir, que ce soit des Noirs américains ou des Indiens du Canada ou des Palestiniens ou des Bosniens qui disent non, cette fois-ci j'ai envie de me représenter, j'ai envie de parler de mon histoire, de ce qui m'est arrivé, de mes parents, de mes aïeux. Je pense qu'ils ont tous les droits à cela. Et je pense que ce sont des voix importantes et moi, je les encouragerais. J'ai lu des auteurs palestiniens, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai lu des auteurs autochtones et j'ai appris des choses. Je suis intéressée, venant de la culture d'où je viens, à apprendre des choses de la culture que je vais voir. Et j'aimerais aussi savoir comment ils perçoivent ma culture. L'anthropologie ne va pas que dans un sens, elle me revient aussi. Et moi, j'apprends beaucoup de choses en allant dans ces endroits. Les gens à qui je parle coopèrent, ils sont heureux parfois, ou très souvent, que je raconte leurs histoires avec leurs propres mots. Ils sont très heureux de cela. Quelqu'un me dit, voilà, je devrais être capable de vous raconter l'histoire. Mais oui, mais bien sûr, vous pouvez la raconter, cette histoire. Moi, j'ai aidé d'autres personnes à raconter des histoires par le biais de ce livre, peut-être. Ils peuvent me le raconter à moi et moi, je serai aussi précis que possible en racontant leur histoire. Josako, vous êtes trop jeune pour la dernière question que je vais vous poser, mais je vais vous la poser quand même. Est-ce qu'il y a des œuvres que vous voulez aujourd'hui retoucher? Quand je dis retoucher, c'est à la manière de Hergé retouchant le crabe aux pinces d'or. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un certain moment où Tintin en Amérique, est-ce que pour tout ce que vous avez publié, tous vos précédents livres, il y a des moments, des jours, chez vous, une tentation de vouloir les retoucher, changer quelques détails, ou pas? Je considère toute mon œuvre comme pleine de défauts, en me disant, voilà, je n'ai pas dessiné cela si bien que ça. À l'époque, ça me paraissait bien, et on s'améliore au fur et à mesure du temps. Et souvent, dans les dessins, dans les premiers, par exemple, première question concernant la Palestine, je ne m'étais pas formée à dessiner. Et c'était un style très, très bande dessinée. Donc, je dessinais les Palestiniens et les Israéliens de cette façon très bande dessinée. Puis après, je me suis dit, mais c'est un travail de journaliste, je dois les dessiner de façon plus réaliste. Je ne regrette pas
cela. Mais je regarde comment je faisais les choses à l'époque et comment j'ai changé avec le temps. Je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce que je fais, mais c'était mes limites de l'époque et je n'ai pas les mêmes maintenant de limites. Et comment vous réagissez aux grands auteurs qui ont changé, qui ont retouché leurs œuvres? Ça, c'est leur propre décision. Parfois, ils veulent enlever quelque chose. Parfois, ils ont l'impression de faire un meilleur travail. Parfois, les gens changent et la culture change. Et ce qu'ils ont fait il y a 20 ou 30 ans semble peu approprié actuellement. Pour moi, même si c'était pas inapproprié autrefois, mais ce n'est pas approprié autrefois, mais maintenant ça l'est peut-être un peu moins, mais ça fait rien. Moi, je regarde vers le futur, je ne tourne pas trop mes regards vers le passé, et puis je n'essaie pas de dire voilà, je ne pense pas à tout ce que j'ai pu mal faire. Lorsque j'ouvre un livre, je me dis oui, j'aurais pu faire mieux en fait. Voilà, c'est tout. Pour cet entretien, Jo Sacco, est-ce qu'on peut savoir sur quoi vous travaillez en ce moment? Dans quel pays, dans quel conflit, dans quel coin du globe vous allez nous emmener pour votre prochain livre, prochaine aventure? Je devrais travailler sur un livre sur l'Inde. Sur un endroit en Uttar Pradesh, j'ai déjà fait les recherches. J'ai commencé, mais je fais une pause. Et je suis en train d'écrire un livre sur les Rolling Stones, donc ce n'est pas une zone de conflit, mais je voulais faire quelque chose de différent. Je voulais faire quelque chose de plus abstrait. Et au fur et à mesure du travail, c'est quelque chose de beaucoup plus spontané que tous mes autres travaux précédemment. Et là, je vais dans un lieu très sombre. Mais c'est amusant, c'est un gros changement pour moi. On a parlé de vos livres de rock et de l'amateur de musique que vous êtes, Jo Sacco, mais franchement, pour juste terminer avec cette histoire et ce projet, c'était quoi l'élément déclencheur qui vous a donné envie d'aller en Inde pour raconter cette histoire que vous nous préparez? J'avais été en Inde avec quelqu'un avant, à Kushinagar, en Uttar Pradesh, et il a commencé à me raconter, à m'écrire ce qui se passait sur place, dans un petit endroit, un village qui s'appelait Muzaffarnagar. Et j'ai commencé, à m'intéresser, il a suscité mon intérêt. Et il y avait un certain nombre de choses qu'il m'intéressait de faire. L'une, c'était d'entendre les histoires que les gens se racontaient sur quelque chose qui s'était produit un an avant. Parce que les gens commencent à inventer un récit pour justifier quelque chose qui s'est produit dans un passé. Donc, je suis intéressée au droit et au pourquoi des choses et en politique, mais aussi je m'intéresse à la nature humaine. Et aussi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment la violence est utilisée dans une démocratie. Et je ne pense que ce n'est pas une question qui se limite à l'Inde. On commence à voir ça aussi aux États-Unis. La façon dont Trump joue avec la violence, il incite, il dit voilà, il y a les médias sont derrière vous. Donc il joue avec ça, il manipule. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Ce sont les principaux thèmes de ce livre. La violence s'exprime en démocratie. Merci beaucoup, Jo Sacco, pour cet entretien. Merci beaucoup.